Salut la team Colibri, aujourd'hui je souhaitais vous parler du jeu, le jeu comme une rencontre émotionnelle. Sport, ateliers, musique, sorties culturelles, jouets électroniques, lumineux, musicaux, jeux vidéo ou encore tablettes ou télévision, l'emploi du temps de nos bébés, bambins et enfants est plus que saturé. Aujourd'hui, dans notre société de consommation, les parents se voient proposer un éventail impressionnant d'activités. Avec un seul mot d'ordre, stimulation. Quel parent n'a pas eu un jour à prononcer ce mot ? Mon fils a 1 an. Selon vous, quelle activité lui proposer pour le stimuler plus ? Ou encore, que puis-je faire pour plus le stimuler ? Notre monde aujourd'hui est une compétition perpétuelle. Avoir le meilleur salaire, le meilleur job, la meilleure note, être le meilleur en sport, en musique ou encore à l'école. Bref, être le meilleur pour exister. La compétition commence dès le plus jeune âge. Oserais-je dire dès la naissance. Nous voulons tous le meilleur pour nos enfants et sommes parfois prêts à faire des folies pour satisfaire leurs envies. Le dernier jeu vidéo, le drone qu'il a vu à la télé, le même jeu, le même vêtement que le copain, etc. Mais nos enfants, ont-ils vraiment besoin de tout cela ? Ont-ils besoin d'être les meilleurs dans tout ? Et nous ? Pourquoi désirons-nous tout cela pour eux ? Avons-nous été médiocres à l'école ? Avons-nous été frustrés de ne pas avoir le jouet tant désiré ? Ou le dernier manteau à la mode ? Cherchons-nous à compenser quelque chose ? Notre absence parce que nous travaillons ? Est-ce un relais permettant aux enfants de s'occuper seuls ? Tentons-nous de lui donner de l'attention par ce biais ? Et si on se posait 5 minutes pour observer et comprendre, pour réfléchir aux vrais besoins de nos enfants et de nos familles ? Depuis l'aube de l'humanité, le jeu est présent dans toutes les cultures du monde. De Paris à Tokyo, en passant par New York, Tombouctou ou encore Samarcande. Instinctivement, dès la naissance, les enfants jouent. Poussés par leur nature, ils explorent, ils touchent, ils portent à la bouche. Bref, ils expérimentent sans cesse ce nouveau monde qui les entoure. Apprendre à faire seul, devenir autonome, à répondre à ses besoins tout en restant en sécurité, c'est par le jeu que se font les premiers apprentissages de nos enfants. En grandissant, ils se serviront de leur imaginaire et de leur créativité, en utilisant des bâtons, des cailloux ou n'importe quel objet qui lui tombera sous la main pour s'amuser et s'émerveiller. Le contact est le premier des jeux. Tout d'abord, il y a le contact utérin, chaud, doux, sécurisant, ainsi que les sons de la maman perçus par le fœtus. Après la naissance, surviennent les grandes découvertes. Le premier contact avec la mère, le sein et la tétée d'accueil, les caresses, les massages, le tendre moment du bain, toujours au contact rassurant et sécurisant du père ou de la mère et qui forge le cocon familial. Être bercé, câliné et porté, le bébé n'a besoin de rien d'autre. Aujourd'hui, dans nos pays développés, tout un panel de jeux et d'activités et de matériel de puériculture nous est proposé pour soulager et faciliter notre quotidien de parents, et la publicité y joue un rôle prépondérant. Chaque objet est conçu pour remplacer une partie du corps du parent. Transat, le parc, les jouets d'éveil, le trotteur et bien d'autres sont de parfaits exemples de l'autonomie superficielle où nous plongeons nos tout-petits. Témoignage d'Émilie, 32 ans, maman de 2 enfants de 3 et 5 ans. Pour notre premier enfant, nous avons tout acheté. Chaise haute, transat auto-berçant, parc, chauffe-biberon, robot culinaire, poussette dernier cri, en se disant que tout était super et qu'il nous fallait tel ou tel truc vanté par les publicités ou les magazines bébés. Qu'avec tout ça, il ne manquerait de rien. Toutes ces choses que nous n'avons pas ou peu utilisées. Puis lorsque notre deuxième enfant est arrivé, nous avons fait le grand ménage et presque tout donné. Nous ne voulions garder que l'essentiel, et au final, il ne restait que les vêtements et une écharpe de portage, ou presque. Nous nous sommes aperçus que tout le reste était inutile ou superflu. Quand on y pense,
Les pays dits en voie de développement n'ont pas tous ces produits de consommation et ils ne s'en portent pas plus mal. Il y a aussi la société, les convenances, le regard des autres, les conseils avisés qui empêchent les parents d'être eux-mêmes et d'avoir confiance en leur capacité d'écouter leur instinct. Qui n'a jamais entendu ces petites phrases culpabilisantes ? Tu lui cèdes encore ? Tu vas le rendre capricieux. Laisse-le pleurer, ne le prends pas encore dans tes bras. Après, tu ne pourras plus avoir les mains libres. Et pourtant, tout au fond de nous-mêmes, nous savons que les besoins primordiaux de nos enfants sont la proximité, la compréhension, l'écoute des sentiments et des besoins vitaux. Beaucoup de parents aujourd'hui en ont pris ou repris conscience et l'on voit fleurir l'écoute et la bienveillance. C'est aussi en s'écoutant, en répondant aux besoins de passer du temps avec nos enfants et à travers le jeu que l'on pourra resserrer les liens parents-enfants, mais aussi d'avoir un peu plus confiance dans notre rôle de parents. Lorsque nos enfants sont tout petits, nous, parents, jouons énormément avec eux. Portage, allaitement, massage, bain, coucou caché. Les comptines, les jeux de doigts, la lecture, très nombreux sont nos échanges avec nos tout-petits. Mais plus ils grandissent, et moins nous jouons avec eux. Pourquoi est-ce que nous jouons moins ? Reprise du travail, rythme de vie, parce qu'ils sont un peu plus autonomes, parce qu'ils sont grands, parce que nous trouvons ridicule et gênant de faire comme eux, de se mettre à leur niveau. Nombreuses sont les raisons que nous trouvons. Il nous arrive aussi de voir le jeu comme une perte de temps. Et pourtant, le jeu est un formidable moyen d'être en relation avec notre enfant, de lui transmettre notre attention, notre amour et de lui apporter un sentiment de sécurité. Nos enfants nous aiment et ils veulent partager avec nous en permanence. Lorsque nous jouons avec eux, nous entrons de plein pied dans leur monde. Certes, ils ne se préoccupent pas de savoir si vous êtes ou non fatigué, si vous avez ou non passé une bonne journée, si vous êtes gêné ou non de vous rouler par terre. En revanche, ils savent qu'ils sont heureux de vous retrouver après la séparation de la longue journée ou de la nuit. C'est vrai que les enfants nous sollicitent H24 et qu'il nous arrive de craquer parce que nous n'avons pas plus de 5 minutes de repos d'affilée. Mais c'est tellement grisant de partager un moment de complicité avec nos tout-petits, ou un fou rire en se roulant par terre et en imitant un animal avec eux. Malheureusement, il arrive aussi qu'à bout de fatigue et de patience, nous répondions aux sollicitations de notre enfant par l'ignorance ou l'irritation. Et c'est alors que surviennent généralement la colère, la rage et la non-coopération de notre progéniture. Ainsi, on parle de nos enfants en disant qu'ils sont difficiles, mais cela signifie seulement que notre enfant est en détresse émotionnelle, qu'il a besoin de notre aide, de notre soutien et de notre amour. Pour sortir de cette impasse, il est possible de leur proposer un jeu libre ou symbolique. Il permet aux enfants d'explorer et de s'approprier le monde qui les entoure, en toute sécurité, mais aussi de faire face à une situation difficile qui vient d'être vécue. Qui n'a jamais vu son enfant jouer au docteur, ou à faire la cuisine, ou à faire semblant de travailler, ou encore de nourrir le bébé. Les enfants nous imitent dans les situations du quotidien et en tirent des apprentissages. Parfois, participer à un jeu libre de notre enfant, c'est l'aider à dédramatiser une situation difficile qu'il vient de vivre. Par exemple, regardons un petit peu le témoignage de Anne, 35 ans, maman de 2 enfants. Notre grande nous réclamait des boucles d'oreilles depuis un moment déjà. Quand au détour d'un jour de course, nous sommes passés devant la bijouterie. Nous lui avons donc fait percer les oreilles. Sa petite sœur était présente, elle a vu que c'était douloureux car sa sœur avait mal et pleurait. En sortant, elle aussi réclamait des boucles d'oreilles. Nous lui avons promis pour son anniversaire. L'échéance approche et nous la voyons de plus en plus tripoter les oreilles de ses poupées et peluches ou observer de très près mes boucles. Ce matin, elle a même joué à mettre le produit dessus comme elle dit. Pour moi, ce jeu lui sert d'exutoire à la peur ou à l'appréhension de se faire percer et d'avoir mal. En effet, dans cet exemple, le jeu sert d'exutoire. Il permet à l'enfant d'explorer sans aucun risque
et de comprendre les soins qui lui seront apportés. Il permet aussi à Anne, qui se prête au jeu, d'être à l'écoute des sentiments de sa fille et de lui apporter du réconfort. Ainsi, le jour J, la petite sera capable pleinement d'appréhender la situation. Il en va ainsi de tous les petits et gros événements de la vie de nos enfants. Soyons donc à l'écoute de leurs envies de jeu et n'hésitons pas à y participer pleinement s'ils en expriment le besoin pour apaiser leur anxiété. Entrer dans le jeu symbolique de nos enfants, c'est se plier à leurs exigences, c'est-à-dire que c'est eux qui dirigent le jeu. C'est faire un échange de rôles. Pour reprendre le cas de Anne, comme sa fille lui a désinfecté les oreilles, elle a joué la victime en mimant la douleur et les larmes, tout comme le faisait la grande fille dans la réalité. Ainsi, sa petite a pu se positionner comme sauveur de la situation. Il est vrai qu'il serait tentant de minimiser l'impact de la douleur pour épargner notre enfant. Mais quand un enfant propose un jeu symbolique, il sait très exactement ce qu'il fait et où cela va le mener. Il suffit d'accepter de se laisser guider. Il est aussi possible de vouloir proposer à nos enfants un jeu symbolique en appliquant la même règle que précédemment. Grâce à cette démarche, les enfants vont vivre des expériences qui seront récupérables et adaptables plus tard dans leur vie. Le jeu libre a donc une valeur inestimable, même si nous n'en sommes pas vraiment conscients. C'est le plus court chemin entre nous et nos enfants. Il ouvre les portes de la conscience, du bien-être et de la proximité. Le rire relâche les tensions. C'est un élément indispensable dans notre relation parent-enfant. Il nous rapproche, il nous permet de remplir notre réservoir émotionnel en même temps que celui de notre enfant. Grâce à lui, les conflits se dénouent, les ambiances électriques s'apaisent. Le rire est source de plaisir et de relations chaleureuses. Avez-vous déjà fait le clown ou le pitre avec vos enfants ? Les enfants sont ravis et éclatent de rire lorsque nous leur donnons une réponse absurde à leurs questions ou quand nous exagérons une maladresse. Le fou rire a quelque chose de salvateur. Il libère et rend les relations douces, agréables et détend l'atmosphère. Alors n'hésitez pas à vous payer une bonne tranche de rire avec vos enfants. Si vous ne savez pas comment faire, commencez par les classiques. Cache-cache, je te tiens par la barbichette, attrape-moi si tu peux, etc. Pour expliquer l'attachement des enfants aux parents, Lawrence Cohen, psychologue américain, utilise l'image du réservoir d'amour à remplir chaque fois qu'il se vide. La figure primaire d'attachement de l'enfant peut être représentée comme une station d'essence, auprès de laquelle l'enfant a besoin de faire le plein. C'est auprès d'elle qu'il revient, entre deux voyages dans le monde extérieur. Le réservoir de l'enfant est vidé par la faim, la fatigue, la séparation, le stress, les disputes ou des blessures. Et une personne dont le réservoir affectif est vide aura tendance à être plus sensible, à chercher de l'affection et de l'attention par des moyens plus ou moins efficaces, à être beaucoup plus irritable et beaucoup moins coopératif. Remplir le réservoir affectif de notre enfant est relativement simple. Il suffit de lui accorder 5, 10, 15 minutes de notre temps pour jouer, lire une histoire, faire un câlin ou encore préparer le repas ensemble. Le principal étant d'être à 100% avec lui. L'image du réservoir est valable à tout âge, car l'amour est notre carburant à tous. Bébé, enfant, adolescent ou adulte. Nous, parents, avons également besoin de remplir notre propre réservoir, en nous accordant du temps et en nous faisant chouchouter ou en pratiquant un sport, en partageant avec d'autres adultes, en faisant des sorties entre filles ou entre hommes. Choisir un jeu n'est pas toujours simple. Voici quelques conseils pour vous aider à y voir plus clair. Choisissez des jeux en fonction du développement de votre enfant, surtout pour les plus petits, mais n'oubliez pas qu'ils sont fascinés par leur environnement. Le prix ne compte pas. Ce n'est pas parce qu'un jouet est cher qu'il est mieux que les autres. Choisissez des jeux coopératifs, ou alors encore mieux, transformez les règles des jeux compétitifs. Revenez aux jeux anciens, comme les toupies, les cordes à sauter, les cerfs-volants ou les ballons. Piochez dans la nature.
Les jeux les plus inoubliables commencent souvent par du sable, des bâtons ou des petits cailloux. Lors des anniversaires, pour les plus grands, choisissez des cadeaux utiles, tels que des places de cinéma ou de spectacle, des stages de son activité favorite, un vélo, ou mieux, fabriquez votre cadeau personnalisé. Un bon pour une journée parents-enfants, une sortie au parc, des caplas. Votre seule limite est votre imagination. En conclusion, faisons la chasse au « attends, après, pas tout de suite, dans 5 minutes, je termine ça et je viens » et accordons à nos enfants l'attention qu'ils demandent. À nous de dire oui à leurs sollicitations, aux jeux, aux parties de rigolade, aux fous rires partagés. Le temps passe avec une effroyable vitesse, nos enfants grandissent et l'on s'aperçoit trop tard que nous n'avons pas assez profité de leur enfance. Laissons tomber les a priori, les idées préconçues, le regard des autres et profitons ensemble, en famille, de la vie. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Si vous désirez en savoir un petit peu plus sur le jeu, je vous conseille fortement la lecture du livre de Catherine Dumonteil-Crémer, Jouons ensemble autrement.